Bonjour, alors je m'appelle Eduardo Solana, enchanté d'être là. Donc, j'ai commencé mes premiers cours en cybersécurité, à l'époque ça s'appelait sécurité informatique dans les années 90, dans un contexte où mes collègues me disaient « Pourquoi tu fais ça, ça n'intéresse personne ?» Alors chaque fois que je vois une salle pleine, donc j'ai davantage de motivation et puis évidemment les choses ont beaucoup changé. À l'époque, c'était je dirais un domaine qui n'attirait effectivement pas beaucoup d'intérêt, en tout cas du point de vue académique. Et puis voilà, donc dans ma carrière, donc j'ai fait beaucoup d'académie et j'ai fait également, donc j'ai beaucoup travaillé dans le secteur privé également. J'ai participé dans les mises en place des solutions de sécurité dans les banques. Donc en Suisse et à l'étranger, et puis j'ai été consultant pendant de longues années, et puis je garde encore quelques mandats par-ci par-là. Donc beaucoup avec des multinationales, avec des États, et voilà, donc pratiquement 30 ans de carrière informatique. Alors voilà, dans la sécurité informatique. Alors voilà, pour ma présentation aujourd'hui, quand j'ai commencé à préparer, j'ai mis beaucoup de choses, donc je suis arrivé à 40 transparents ou plus, et donc du coup j'ai essayé de quand même raccourcir un peu avec donc quelques points ou quelques, je dirais, domaines d'intérêt qui risquent de vous intéresser. Et donc vous aurez également à disposition des annexes au cas où vous êtes intéressé à creuser un peu plus loin, donc dans les différents domaines dont je vais parler. Je vais parler un peu des statistiques parce qu'évidemment il est important quand même de saisir l'importance du domaine pour, donc je pense que pour les décisions que vous devez prendre. Je vais parler également un peu des, je dirais, des aspects des pointes donc de la recherche qu'on fait aujourd'hui, donc une parmi tant d'autres, et puis un peu des sujets techniques. Donc vous allez voir un transparent que même mes étudiants des masters ne comprennent pas. Il ne faut pas être effrayé. Donc je pense que l'idée, c'est de vous montrer un peu la complexité du domaine et à quel point donc, on est quand même confronté à un sujet qui est extrêmement intéressant d'une part et puis très compliqué d'autre. Et puis la raison pour laquelle en fait on est là et donc pour un peu saisir l'importance du domaine. Ok, alors voilà. Quelques chiffres, donc vous en voyez beaucoup, donc il y en a énormément, ils ne sont pas tous coïncidents non plus. Donc l'augmentation des attaques des types ransomware, sur lesquelles je reviendrai après. Donc il y a beaucoup d'attaques maintenant sur les chaînes d'approvisionnement. Donc même si vous avez une infrastructure qui est parfaitement sécurisée, bon parfait ça n'existe pas, mais donc en admettant qu'il y a quand même un certain niveau de sécurité, vous avez quand même vos fournisseurs, donc même vos fournisseurs de logiciels qui peuvent se faire attaquer. Donc il y a eu un cas récemment, donc il y a 2 ans, donc où le Pentagone justement et puis le gouvernement américain a été attaqué via un logiciel qui avait été compromis. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à regarder. Puis là, on voit que de plus en plus, les attaques viennent pas directement sur l'infrastructure propre, mais éventuellement sur les chaînes d'approvisionnement. Donc là, voilà 633% de plus. Donc ça s'est multiplié par 7 dans les dernières années, et c'est certainement la tendance. Alors une autre discipline évidemment qui risque de poser beaucoup de problèmes à la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle, comme vecteur d'attaque, mais également comme moyen de défense. Donc malheureusement, et c'est mon opinion, on a l'impression qu'on va plus vite dans les attaques que dans la défense, parce qu'on arrive à faire effectivement des attaques extrêmement puissantes, extrêmement proches de la réalité. Donc lorsqu'on voit par exemple les attaques, les mails qu'on reçoit, donc la qualité qu'on obtient avec l'IA générative elle est beaucoup plus haute, et donc du coup c'est beaucoup plus difficile à distinguer entre un mail malicieux et puis un mail tout à fait légitime. Alors voilà, donc une statistique intéressante. Donc on a dépensé au niveau global 716 milliards de dollars dans les 4 dernières années, donc dans le monde. Mais par contre, les coûts des attaques étaient de 8 billions. Donc on parle d'un facteur 11 pratiquement entre ce qu'on arrive à faire en défense et ce que les méchants, entre guillemets, arrivent à faire en attaque. Donc du coup, ça montre un peu qu'on parle d'une guerre et puis la guerre, elle est loin d'être gagnée. Donc il faut qu'on consacre plus de moyens à tous les niveaux pour contrer ces fléaux. Alors voilà, le niveau des préparations des entreprises, 60% qui disent qu'elles ne sont pas prêtes, alors d'autres probablement qui ne savent pas qu'elles ne sont pas prêtes. Donc 15% des organisations qui se considèrent suffisamment préparées au risque cyber, c'est difficile à établir, mais je pense que moi je vois beaucoup de responsables de sécurité des multinationales et puis il n'y en a pas un seul qui me dit qu'ils sont parfaitement préparés, au contraire. Donc évidemment, les enjeux sont très grands.
Et je pense que les besoins aussi sont énormes. Donc, il y a tous qui veulent davantage de budget pour dépenser en cybersécurité. Et c'est tout à fait normal par rapport à la situation qu'on a aujourd'hui. Alors voilà une statistique intéressante, 2200 cyberattaques par jour, une tous les 39 secondes. Et donc, une des minutes après avoir connecté un système pour la première fois sur Internet, on reçoit la première attaque. Alors, vous rentrez dans l'appartement où vous venez de déménager, et puis voilà, 2 minutes, vous avez quelqu'un qui essaie de cambrioler votre appartement, et ce n'est pas quelqu'un, c'est des centaines de milliers de personnes qui essayent. Alors voilà, ça c'est le parallèle avec la sécurité physique, mais ça vous montre un peu de quoi on parle. Alors évidemment, ces attaques sont contrées de manière automatique par beaucoup de logiciels ou beaucoup des équipements que vous avez, des routeurs domestiques et tout ça. Mais voilà, donc si vous, par exemple, vous branchez un système qui est tout vieux, qui n'a pas été mis à jour, donc les chances qu'on a de compromettre ces systèmes-là sont très très hautes. D'accord ? Alors voilà, maintenant par rapport aux attaques, quelle est l'évolution? Parce que je vous dis, je suis dans le domaine depuis les années 90. Alors à l'époque, c'était des adolescents dans des garages qui essayaient de rentrer dans des systèmes pour la gloire, pour montrer qu'ils étaient plus intelligents que les autres. Donc il y a cette attaque qui a quand même fait énormément des bruits, donc le département de défense américain, donc un adolescent qui a réussi à rentrer et en fait il a rendu complètement inutilisable le système pendant 3 semaines. Il a réussi à faire à prendre quelques logiciels qui valaient apparemment $1 million. Enfin, il a fait de la prison, mais évidemment les moyens qu'il avait à disposition, c'était uniquement sa capacité informatique et puis sa capacité, donc pas grand-chose de plus. Mais évidemment, donc si on compare avec celle qu'on considère aujourd'hui l'attaque ransomware la plus, je dirais la plus grande et la plus dangereuse, qui était celle de Colonial Pipeline, donc en l'année 2021. Donc là, c'était vraiment une attaque massive, donc dans laquelle on a demandé et payé une rançon de $4 millions, qui a été récupérée par la suite pour via tous les moyens qui ont été mis à disposition par le gouvernement américain. C'est un groupe russe qui s'appelle DarkSide, et puis on parlera justement, donc on parle quand même des groupes qui facturent des centaines de millions de dollars et qui dépensent des dizaines de millions de dollars pour faire du meilleur ransomware. Donc ils sont là à essayer d'améliorer leurs produits d'attaque avec des moyens qui sont quand même pas à la portée de n'importe qui. Alors, voilà, une attaque intéressante, peut-être que vous êtes familier, une attaque DDoS, c'est une attaque synchronisée dans laquelle on fait intervenir des centaines de milliers ou des millions de petits robots digitaux, donc pour attaquer un site dans le but de les rendre inaccessibles, d'accord ? Donc ça se compte évidemment par millions de requêtes par seconde, parce que le but c'est de bombarder avec des essais de connexion. Et là, la plus récente, qui a fait pas mal des bruits, c'était celle donc, qui a été stoppée apparemment par Google, 400 millions de requêtes par seconde. Donc ça montre aussi à quel point il faut avoir des moyens incroyables. Donc il y a 2 ou 3 sociétés au monde qui arrivent à contrer des attaques comme ça. Alors lorsqu'on arrive sur Internet, on met notre serveur. Donc avec une attaque pareille, il est extrêmement improbable qu'on arrive à contrer ça. Donc probablement le serveur il sera hors d'état au bout de quelques secondes, si ce n'est pas plus vite. Alors voilà. Donc du coup, lorsqu'on voit les moyens que les méchants, entre guillemets, utilisent, donc on s'est dit, il va falloir vraiment qu'on s'organise. Et je pense que de plus en plus, les tendances, c'est justement d'avoir des mécanismes de défense qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus chers aussi. Okay, et probablement sans ça, on sera exposé à des attaques d'une ampleur comme celle-ci. Alors voilà. Maintenant, par rapport aux attaquants, c'est qui nos ennemis potentiels? Alors je vous dis, il y a 20 ans, c'était un groupe d'adolescents qui cherchaient la gloire, même des gens donc, dans un contexte donc, universitaire, donc c'était absolument pas donc, les types des groupes qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, je ne vais pas le mentionner, mais il y a une organisation criminelle qui facture 500 millions de dollars en ransomware seulement. Donc on parle quand même des moyens énormes. Probablement, cette statistique, je crois qu'elle est même d'il y a 2 ou 3 ans, donc peut-être qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, malheureusement, et qui, comme je disais avant, dépensent 5% en recherche et développement. Donc ça fait quand même des millions de dollars qui sont dépensés, et des ingénieurs extrêmement compétents qui sont malheureusement engagés par ces types de gangs ou des sociétés criminelles, et donc auxquels on doit faire face tout un chacun. Donc aussi bien une grande société multinationale qu'une petite société qui est directement connectée sur Internet. Alors voilà. Donc l'autre
tendance qu'on voit de plus en plus, c'est les organisations étatiques ou qui sont parrainées par des États. Donc, je ne vais pas les mentionner non plus, donc qui ont des objectifs politiques, belliqueux ou même économiques aussi. Hein, donc, de l'espionnage, donc c'est des objectifs variés, mais évidemment avec la force des frappes aussi, qui est quand même à la portée des grands États, parce qu'on ne parle pas non plus des petits États. Donc, je pense que vous avez tous en tête les États dont je parle. Okay. Alors, il y avait une avant, je suis allé trop vite. Alors, quels sont les vecteurs qu'on utilise pour rentrer dans les systèmes? Alors, voilà. Donc là, dans les annexes, vous avez un peu une description de tout ça. Je ne vais pas aller en détail de chacun de ces techniques qu'on utilise. Alors, vous le savez probablement, le vecteur d'attaque le plus courant, c'est les courriers électroniques. Donc, on vous envoie un message, donc vous cliquez sur un lien. Parfois, vous ne cliquez même pas parce que votre logiciel de courrier électronique le fait automatiquement et puis il ouvre certains fichiers de manière automatique qui contiennent donc du malware ou des logiciels malicieux qui arrivent à contaminer votre système et à contaminer éventuellement les systèmes adjacents, donc dans le même sous-réseau ou dans le même réseau local. Donc ça, c'est 60-70% des cas des attaques qui arrivent par ces biais-là. Donc vous pouvez aussi, donc en naviguant sur le web, tomber sur un site qui est contaminé. Et ça peut être un site qui a l'air un peu bizarre, mais ça peut être un site tout à fait légitime qui a été attaqué préalablement. Donc un site que vous connaissez, mais qui a été attaqué à un endroit pour infecter votre système. Alors vous dites comment c'est possible? C'était, voilà, pour donner un exemple, sur le site de Google, et puis, mais il se peut qu'il y ait éventuellement donc, une page contaminée, et puis qui fasse en sorte que votre système, et encore une fois les systèmes autour, soient contaminés. Alors voilà, le phishing qui est une catégorie des malwares ou des techniques qu'on utilise pour obtenir vos données privées. Bon, le spam qui est simplement des millions de fichiers, des mails qui circulent. Alors grosso modo, 60% de mails qui circulent dans le monde, c'est du spam. Donc ils sont normalement contrés de manière automatique par les systèmes de courrier électronique, mais quand même, certains portent du logiciel malicieux ou d'autres, c'est seulement de la publicité. Alors les ransomware en majuscule, parce que c'est aujourd'hui je dirais la technique la plus utilisée. Je vais revenir plus tard là-dedans, surtout pour vous montrer la complexité. Donc une nouvelle vecteur d'attaque, Internet des objets. Aujourd'hui, il y a tout qui se connecte sur Internet. Donc si on arrive à contrôler plus ou moins bien les systèmes comme les PC ou même les smartphones, il est extrêmement compliqué de contrôler la sécurité des dispositifs qu'on connecte. Parce qu'en fait, ils ont tous les mêmes problèmes qu'on avait dans les premiers systèmes connectés à Internet au début des années, ou dans les années 90. Donc il faut absolument se connecter sur Internet. Il y a des mots de passe par défaut, il y a beaucoup de choses qui font que ces dispositifs constituent la porte d'entrée pour des attaques. Alors, il y a une anecdote intéressante. Il y a une société qui gère des casinos aux États-Unis il y a quelques années qui a vu sa liste des clients compromis sur Internet avec des pirates qui sont rentrés par les thermostats de l'aquarium. Alors, il y avait un thermostat qui était consultable par Internet. Ils ont réussi à rentrer là-dedans et donc, du coup, avoir tous les droits donc, sur l'ensemble de l'infrastructure informatique du casino. Alors, voilà. Modification illicite des informations publiées. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, surtout pour les jeunes. Donc leur page qui représente quelque part leur vie qui peut être compromise. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ça. Des attaques d'ennemi de service que je mentionnais tout à l'heure. Alors voilà, vous avez l'annexe si jamais, et puis des ressources qui sont intéressantes à consulter si vous voulez creuser. Voilà, je parlais du ransomware parce que je vous dis, c'est probablement l'attaque la plus intéressante, malheureusement, pour les pirates, et celle où il est plus difficile de se défendre quelque part. Alors voilà, vous avez la définition ici. Donc, si on vous dit, donc il y avait une époque où le ransomware c'était surtout de l'encryption des fichiers, donc maintenant c'est des techniques qui évoluent, donc je le dis ici, il y a des nouvelles générations qui vont viser pas uniquement la disponibilité des informations, parce que finalement la disponibilité c'est dire voilà, vous n'avez pas accès à vos fichiers, donc vous n'avez pas accès à vos photos, vous n'avez pas accès à tous les fichiers qui sont dans votre ordinateur parce qu'ils ont été encryptés. Mais de plus en plus, donc là je mentionne trois attaques qui ont eu lieu l'année passée donc en Suisse, FedPol, la Fondation de Verdeuil et puis Nicodata. Le but c'est simplement d'aller trouver des informations qui peuvent être sensibles et les poster sur l'internet obscur, sur le dark web. Voilà. Alors si on ne paye pas, ces informations seront postées
directement, donc pour que tout le monde puisse les consulter. Évidemment, des informations sensibles. Alors, les informations, elles restent disponibles. Il n'y a rien qui est fait au niveau de l'infrastructure pour garder accès à ces fichiers. Ils ne sont pas encryptés, mais par contre, on menace avec la publication de certaines données sensibles. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc là, on voit 3 exemples des sociétés qui, justement, n'ont pas accepté de payer et ils ont vu, malheureusement, donc, des informations sensibles sur Internet. Alors voilà, donc, on parle des milliards par année en chiffre d'affaires, donc, et on parle probablement de l'attaque la plus importante. Alors voilà. Donc si vous imaginez donc un peu les types de ransomware, donc ça date uniquement de 2018, je crois, ou 2017. Donc ça, c'est les différentes variantes. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, comment voulez-vous préparer contre ça? Même si vous avez vos systèmes, évidemment, tout ça c'est répertorié dans les systèmes de protection, mais il y a toujours une nouvelle ligne qui apparaît. Donc, probablement, si on fait la photo aujourd'hui, donc il y aurait des centaines de lignes encore, des centaines de variantes additionnelles qui seraient là. D'accord? Alors, comment contrer ces attaques? Alors là, je vous donne quelques conseils. Donc, probablement le plus important, c'est la formation. Évidemment, les backups offline. Donc, de faire des backups pour autant qu'ils soient connectés et accessibles par vos systèmes, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours garder des backups offline. Et puis, évidemment, pour les informations confidentielles, des niveaux de protection qui sont plus hauts, parce qu'on voit que ce n'est pas uniquement la disponibilité des données, mais également la confidentialité qui est en danger. Après, les problèmes payés ou pas payés. Donc, légalement, c'est des choses qui commencent à avoir une importance. Donc, par exemple, l'État de New York, maintenant, oblige aux entreprises qui sont basées là-bas d'annoncer lorsqu'ils font un paiement, une rançon donc à une de ces bandes. Et donc, voilà. Donc, pour venir vraiment rentrer un peu dans les détails de ces attaques qui, comme je vous le disais, sont quand même très complexes. Donc, ça, c'est les transparents que je disais, même mes étudiants de master ne comprennent pas ça. Mais en fait, si on regarde le comportement d'un ransomware, c'est vraiment un cours d'informatique technique ou de sécurité technique. C'est chacun des outils qui est parfaitement bien étudié. Et donc, la conclusion qu'on doit sortir, donc sans rentrer dans les détails techniques, c'est que si c'est bien fait, techniquement, on ne peut rien faire pour éviter ça ou pour essayer de remédier aux dommages qui sont causés. Alors là, on parle d'encryption. Donc, si l'encryption est bien faite, vous pouvez demander à la NSA, elle ne vous donnera pas les clés pour déchiffrer. Alors, parfois, évidemment, il y a des erreurs au niveau de la mise en place de ces attaques, mais et donc c'est là qu'on peut, par exemple, si on utilise des algorithmes qui ne sont pas suffisamment forts, on arrive à décrypter, mais si tout ça est bien créé, donc il n'y a strictement rien à faire. Alors évidemment, côté, ça c'est important aussi, la capacité de broyer les traces via les réseaux obscurs. Donc évidemment, les paiements, ils ne sont pas faits par transaction bancaire classique. Donc évidemment, ils sont faits Bitcoin ou une crypto-monnaie qui sont encore plus anonymes. Parfois, on arrive à suivre, à trouver les traces, mais encore une fois, si c'est bien fait, c'est extrêmement difficile. Ok, alors maintenant, nouvelle tendance. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des attaques? Alors, on parle beaucoup des attaques zero day ou jour zéro, si vous voulez, des attaques qui ne sont pas répertoriées, qui sont plus chères dans le marché aussi parce qu'elles ne sont pas détectées par les antivirus, par les mécanismes de protection. Donc, on en voit depuis un certain nombre d'années, mais de plus en plus aujourd'hui. Donc, encore une fois, avec des ennemis qui ont une capacité financière et qui sont capables d'acheter ce type d'attaque parce que ça se vend, il y a un marché pour ça. Donc, des attaques hybrides, on en voit énormément. Donc, il faut intervenir des plateformes, même les téléphones fixes. Donc, vous recevez un appel. C'est ce qu'on appelle du phishing, donc deuxième mot barbare que vous voyez là. Donc vous recevez un appel, on vous dit d'allumer votre ordinateur, donc de donner éventuellement des informations sensibles. Évidemment sur le smartphone, donc ça c'est la nouvelle plateforme des attaques, elle est là. Donc à titre d'exemple, donc une vulnérabilité non répertoriée zero day, zero click aussi, c'est-à-dire que ça ne demande pas d'intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire, vous recevez un WhatsApp, vous ne l'ouvrez pas, il est dans votre système, mais ça compromet quand même votre téléphone. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est pour ça que je mets 0 clic ici. Donc ça se vend 20 millions de dollars. Il y a des gens qui sont prêts à payer 20 millions de dollars, évidemment pour un système, donc un téléphone moderne avec les derniers systèmes d'exploitation de Apple ou d'Android. Donc,
voilà le marché, voilà combien ça coûte. Évidemment, c'est des vecteurs d'attaque qui sont utilisés par certaines compagnies dont les clients, c'est normalement des États ou alors des grandes multinationales, mais surtout des États. Et on a vu les téléphones portables de pas mal de politiciens en Europe compromis via des outils comme ça. Alors, le problème, c'est que là, la formation, elle ne sert à rien. Donc, parce que vous n'avez rien à faire, donc vous recevez un SMS, vous recevez un WhatsApp, votre téléphone est compromis. Okay, et donc, du coup, ça veut dire le téléphone, la caméra, donc le microphone, tout. Évidemment, tous les fichiers qui sont dedans. Alors, lorsqu'on sait je dirais la quantité de choses qu'on met dans notre vidéo téléphone, on imagine. Alors voilà. Donc une nouvelle attaque plus long terme, ce qu'on appelle l'apocalypse quantique. Donc vous le savez peut-être, donc il y a énormément d'agitation autour de l'ordinateur quantique, et puis la possibilité qu'il y aura un jour un ordinateur quantique qui serait capable de casser tous les algorithmes cryptographiques qu'on utilise aujourd'hui. Alors du coup, si vous avez des informations extrêmement sensibles qui doivent tenir pendant 10-15 ans, vous devez certainement envisager donc, des algorithmes qui vont donc, résister à la capacité de l'ordinateur quantique. Alors voilà, ça reste une incertitude, mais en tant que spécialiste, on doit tous garder un œil sur l'évolution de l'ordinateur quantique, parce que là aussi, il y a des milliards de dollars qui sont investis pratiquement par toutes les puissances, donc et également par des grandes sociétés dans ce type d'ordinateur. Évidemment, l'intelligence artificielle, avec sa capacité pour monter par exemple des attaques ingénierie sociale, donc j'ai parlé de phishing, donc faire des magnifiques messages phishing qui vont tromper tout le monde, l'obfuscation du code, l'automatisation des attaques. Alors je dirais que c'est une épée à double tranchant, donc l'intelligence artificielle, parce qu'on a d'un côté cette capacité de générer des attaques, et on a également la capacité de défendre. Mais mon opinion, c'est qu'on va plus vite dans l'attaque que dans la défense, malheureusement. Et donc, du coup, là, tout d'un coup, on se retrouve avec un outil qui donne une capacité exponentielle d'augmenter la capacité de ces attaques et la profondeur de ces attaques et la gravité, en quelque sorte lorsqu'on parle, par exemple, de l'automatisation des attaques. Donc, c'est... voilà. Et pour finir, l'authentification biométrique, parce que je voulais juste dire un mot pour vous montrer un peu, là, c'est plus la partie recherche. C'est qu'on arrive à faire, par exemple, vous pouvez voir des transparents, je vais aller assez vite là-dedans, donc comment on arrive à casser l'authentification via l'empreinte digitale, donc en quelques minutes, donc la plupart des téléphones et avec des équipements relativement bon marché, donc quelques dizaines de dollars, on arrive aujourd'hui à générer des patterns qui sont équivalents avec une empreinte digitale. La voix, donc la voix, vous avez certainement entendu la capacité de générer des voix identiques à celles du propriétaire qui font qu'en fait la voix on ne peut pas l'utiliser non plus comme mécanisme d'identification. Donc s'il y a quelqu'un qui vous appelle, posez-vous la question, parce que là l'intelligence artificielle elle fait, là Microsoft en 3 secondes donc arrive à simuler la voix de n'importe qui. La vidéo, donc je reprends cet exemple, donc M. Alain Berset qui était venu à l'Université de Genève donc le 9 mars pour parler de la démocratie à l'épreuve du fake, et donc malheureusement l'année passée au mois de décembre, donc il y a une fausse, donc ça c'est la source donc de l'Office fédéral de la sécurité, donc il y avait une vidéo d'Alain Berset qui circulait donc en faisant de la pub pour un site frauduleux d'investissement, donc la vidéo elle est vraiment bien faite. Et donc, là encore une fois, quelqu'un que vous voyez à l'écran, vous ne pouvez pas non plus faire confiance à ça. Okay, alors, le comportement, et puis une que j'aime particulièrement, donc l'écriture. Et ça, j'ai eu l'occasion de discuter avec une notaire du canton de Genève, et puis donc, par rapport à l'importance justement des outils comme ça, qui arrivent à générer l'écriture. Alors, j'ai une vidéo que je voulais vous montrer. Alors, je crois qu'elle est là. Elle est là. Alors, j'espère qu'on arrive à voir. Voilà. C'est un projet à quelques dizaines de milliers de francs, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui est fait à la NASA, et qui fait en fait exactement l'écriture. Donc, vous lui donnez des documents écrits à la main par quelqu'un, donc il va directement copier avec les résultats que vous voyez. Donc encore une fois, des projets qui sont en cours. Donc il y a une machine équivalente qui a été montrée il y a quelques mois au CES à Las Vegas. Voilà là.
Alors, tu le remets? C'est bon? Ok. Alors ça c'est la... Voilà, si vous voyez la différence, c'était très bien. Encore une fois, l'IA peut aussi vous aider à essayer d'identifier la différence, mais est-ce que vous avez à chaque fois donc, un détecteur de faux d'intelligence artificielle? Moi je trouve que c'est assez impressionnant. Et justement, ma discussion avec un notaire, elle me disait, mais il y a quand même beaucoup de choses en Suisse qu'on arrive à faire simplement sur l'écriture manuscrite, donc, y compris un testament. Donc voilà. Ok, alors à retenir, donc la cybersécurité, donc on a besoin vraiment de décisions et des actions fortes de votre part, donc j'espère que vous l'avez largement compris. Donc un mot sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est la formation, parce que ça c'est vraiment au niveau cantonal qu'il faut le faire. Alors les enfants, les adolescents, également les seniors donc, qui ont besoin d'un minimum de formation, il faut vraiment qu'elle y soit partout, au même titre que la sécurité physique. Donc, on apprend tous à faire attention aux voitures, donc à quelques normes pour nous promener dans la rue. Donc, il faut vraiment l'équivalent au niveau numérique, au niveau digital. Donc, on parle beaucoup de gestion mesurée du risque. Donc, si on est une société qui n'a pas des gros secrets, on doit quand même faire moins attention. En fait, il n'en est rien parce qu'aujourd'hui, on a des attaques indiscriminées. Il y a des gens qui sonnent à toutes les portes. Donc, j'ai parlé de la Fondation Verdeuil qui aide donc des enfants donc dans le canton de Vaud qui ont vu, donc, alors que théoriquement, ils n'ont pas des informations qui ont de la valeur économique, mais quand même des informations sensibles sur les enfants, sur les familles, sur les gens qui vont collaborer avec eux. Donc, c'est quand même... des attaques indiscriminées, donc du coup, il faut que tout le monde se protège. Et donc, ça concerne des entreprises, petites, grandes, moyennes, ça concerne la population, tout âge, d'accord? Et je pense aussi, donc pour être un peu optimiste, un cadre de cybersécurité favorable et aussi deviendra un atout majeur. Donc, je parle du canton, je parle du pays, donc au même titre qu'on parle beaucoup de sécurité physique et juridique comme vecteur de croissance ou vecteur d'attraction, si vous voulez, pour les sociétés, pour les investissements. Je pense qu'il a un cadre de cybersécurité qui est favorable ou qui est meilleur que les autres, donc c'est certainement un avantage important. Et évidemment, je fais un peu de pub, donc Genève est un pôle de compétences en cybersécurité. On parle des universités, on parle des sociétés, on parle évidemment, on a aussi besoin de financement. Et puis voilà, donc récemment, pour donner un exemple, un de mes étudiants a gagné le prix au meilleur travail des masters en Suisse en cybersécurité. Donc on est fiers parce qu'on est quand même en concurrence avec les écoles fédérales et puis donc on fait du bon travail, on fait en tout cas du mieux qu'on peut, mais évidemment donc on a besoin de grandir, donc, et je parle à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau universitaire, donc grandes écoles et puis tous les niveaux de formation en général. Alors voilà, une guerre dont les conséquences et l'évolution sont incertaines, je le pense vraiment. C'est mon avis, c'est pas l'avis de l'Université de Genève, donc je l'ai pas dit, mais bon, mon expérience me permet de dire que les choses elles vont pas nécessairement s'améliorer, et je pense qu'il faut qu'on donne l'importance qu'il faut à ces domaines. Ok, alors merci beaucoup. Alors merci à toutes et à tous d'être présentes et présents. Merci beaucoup à Eduardo pour tout ce panorama, cette vue d'ensemble des différentes menaces, des différents risques dans le cyberespace auquel tout le monde est confronté aujourd'hui, ça vous l'aurez bien compris. Et du coup, maintenant, on va aborder un aspect qui est vraiment plus réglementaire, juridique, de comprendre plusieurs choses. Un petit peu les objectifs maintenant de cette trentaine de minutes qu'on va passer ensemble, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est. On a beaucoup parlé de cybermenaces, de cyberattaques, et maintenant, du coup, de comprendre le lien encore plus, comme tu as déjà commencé à l'expliquer. Quelle est l'importance de la cybersécurité? Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les différents leviers d'action pour appréhender ce domaine? Et comment est-ce que la loi est en train de se développer sur le plan cantonal, en Suisse, donc sur le plan fédéral également, et de comprendre quelles sont les influences typiquement de la législation sur le plan fédéral, que ce soit dans la pratique cantonale ou sur le législateur cantonal dans les décisions qu'il doit prendre. Alors du coup, on va juste mentionner très brièvement 2-3 petits exemples, mais ce sera vraiment très rapide pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, parce que tu nous as expliqué plein d'exemples, c'était super, et je ne veux pas empiéter là-dessus. En revanche, après, on va parler du coup de qu'est-ce que c'est exactement la cybersécurité comme domaine et comme état de fait qu'on essaye d'atteindre,
Après quoi, on va parler des difficultés liées à la réglementation, parce que évidemment, c'est un domaine très complexe à réglementer et sur lequel il faut légiférer tout de même. Et ensuite, on va aborder 3 différentes parties prenantes dont la cybersécurité doit être assurée, en insistant sur les infrastructures critiques. On reviendra évidemment sur cette notion, mais c'est là où la loi et la réglementation est aujourd'hui la plus envisageable et la plus pertinente. Après quoi, nous parcourrons quand même 1 ou 2 questions relatives à la cybersécurité des PME, de la population, et avant de conclure et d'écouter vos questions. Alors donc, pour un petit exemple, ça c'est donc juste un article qui date de début de cette semaine dans le temps, où on fait part de 3 attaques différentes qui sont arrivées dans le mois qui vient de passer, donc entre décembre et fin janvier, avec une attaque très importante qui a permis de faire fuiter des informations de l'armée de l'air helvétique. Donc on parle de beaucoup d'informations qui sont confidentielles, classifiées, qui sont très sensibles. On a également, comme tu disais, c'est assez indiscriminé finalement, parce que le Conseil œcuménique des Églises aussi a été attaqué par une attaque par rançongiciel, de la même manière que la ville de Baden. Énormément de villes, de communes ont été la cible de cyberattaques ces dernières années. Je pense que vous avez tous et toutes suivi relativement quelques-uns de ces faits. Donc du moment où on a des cybermenaces qui sont si importantes, qui sont en constante augmentation, qui risquent d'amener des dommages considérables, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir, pour détecter et réagir à ces différentes menaces qui se réalisent? Et c'est là toute l'importance de la cybersécurité. La cybersécurité en tant que domaine fait partie, donc ça a déjà été dit, de la transition numérique. C'est un des aspects à prendre en considération, parce qu'évidemment, s'intéresser à la transition numérique pour tous les progrès qu'elle permet, les évolutions positives, les opportunités, c'est une réelle source d'opportunités, cette transition numérique, c'est super. Mais en revanche, comme toutes les évolutions, surtout les évolutions technologiques, il y a tout un pan de risque qui est lié à ces évolutions. Donc, la politique, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal, a pris en considération des aspects de cybersécurité dans la transition numérique, mais vraiment, c'est une partie d'une énorme question. Donc, c'est-à-dire, quand on regarde les politiques de transition numérique, il y a énormément d'aspects différents. La cybersécurité en fait partie, et elle se rapproche de plusieurs domaines qui sont particulièrement connexes, qui s'entrecoupent. Donc, ce qui rend assez difficile de comprendre exactement qu'est-ce qui est déjà appréhendé politiquement ou non. On a la sécurité de l'information qui va se rapprocher énormément, mais qui va couvrir également d'autres aspects. Typiquement, on parlait avant de sécurité physique. La cybersécurité va couvrir vraiment la sécurité de l'information lorsqu'elle est traitée de manière informatique, et la sécurité des moyens informatiques. Donc, on a déjà un domaine qui s'entrecoupe avec un autre. En plus, on a d'autres domaines, typiquement la cybercriminalité, qui est très proche, plus facile à réglementer, parce qu'évidemment, on a de la criminalité qui s'applique dans le monde réel, la cybercriminalité dans le monde virtuel, mais on a pu déjà remarquer que avec des lois technologiquement neutres, on peut appréhender certains aspects dans le monde virtuel. Merci beaucoup, c'est gentil. Et avec quelques petites modifications du code pénal, du code de procédure pénale, plus facilement la cybercriminalité a pu être appréhendée par la loi. La cybersécurité, c'est différent, c'est un domaine bien plus émergent qui va par ailleurs s'entrecouper avec aussi d'autres domaines. On parle beaucoup de protection des données personnelles, on va revenir un petit peu sur ces aspects, mais ça pose en fait la question, tout ça, au fond, de se dire qu'est-ce qui doit encore être appréhendé, qu'est-ce qui doit encore être réglementé. Parce que typiquement, en protection des données personnelles, on a de la sécurité des données personnelles qui doit être assurée par les différentes personnes, autorités, organisations qui traitent des données personnelles. Mais pas toutes les données sont personnelles, donc qu'est-ce qui se passe avec les autres informations? Et c'est là en fait de comprendre, ok, qu'est-ce qu'on veut réglementer finalement, sur quoi est-ce qu'on doit agir? Et là, ça pose la question de la cybersécurité en tant qu'État. Donc là, je vous ai mis une définition à l'écran dans une ancienne ordonnance qui a été abrogée au début de cette année avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la sécurité de l'information. Mais pour la faire simple, on a un souhait qui est d'avoir la sécurité d'informations traitées informatiquement, de moyens informatiques. C'est vraiment ça, finalement, qu'on peut comprendre comme la cybersécurité. Évidemment, si on revient à ce domaine particulièrement difficile à réglementer, pourquoi? Il y a plusieurs raisons, évidemment. Je vous ai mis les principales parce que je pense qu'elles sont particulièrement pertinentes dans ce contexte. Il y a déjà, évidemment, le fait qu'on parle d'un domaine émergent. Donc, un nouveau domaine demande peut-être des nouvelles perspectives dessus, des nouveaux angles d'approche, de se questionner sur comment est-ce qu'on réglemente, comment est-ce qu'on légifère.
Évidemment, au-delà d'être émergent, il est particulièrement évolutif. Donc ça veut dire que tout bouge très vite, c'est ce que tu soulignais déjà avant, avec l'évolution des cyberattaques, des différents modes opératoires. Il faut pouvoir s'adapter. Et évidemment, on le sait toutes et tous, le droit ne peut pas s'adapter aussi rapidement que la technologie évolue. Donc il faut trouver des moyens de réglementer de façon suffisamment large en utilisant différents instruments qui permettent de concrétiser la loi, de garder l'adaptabilité plutôt de la loi aux différentes évolutions, tout en permettant une clarté suffisante d'un point de vue juridique. Ensuite, une autre complexité liée à la réglementation du domaine, c'est qu'il y a une diversité de parties prenantes. C'est-à-dire que, concrètement, on ne peut pas attendre le même niveau de cybersécurité d'une autorité et d'une administration cantonale, par exemple, que de monsieur et madame tout le monde sur nos téléphones. Donc ça va supposer des régimes différés dans la réglementation de la cybersécurité selon les parties prenantes à qui on s'adresse. Finalement, une dernière complexité, mais pas des moindres, c'est qu'on est face à un ensemble, à une cohabitation de différentes compétences en termes réglementaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a deux aspects qui se dégagent. Le premier, c'est que l'autoréglementation est prônée par la Confédération, c'est-à-dire que lorsqu'un secteur peut s'autoréglementer, la Confédération va dire tant mieux, parfait, laissons l'autonomie aux différents secteurs de se réglementer, et l'État maintient un rôle partenarial, un rôle d'intervention subsidiaire. Ça, c'est le premier aspect. Et le second est lié aux compétences cantonales et fédérales, parce qu'évidemment, on est dans un système fédéraliste où il y a vraiment différentes organisations, différentes autorités qui sont de compétences législatives cantonales et d'autres fédérales. Et là, justement, un exemple qui permet très bien d'appréhender cette complexité de constellation entre les différentes compétences fédérales et cantonales, c'est la cybersécurité des infrastructures critiques. On va venir, du coup, sur la notion. Donc, dans ce contexte-là, je vous dis déjà maintenant, comme ça vous voyez déjà un petit peu. Donc les infrastructures critiques sont des infrastructures, des autorités, organisations qui sont nécessaires au bien-être de la population et au fonctionnement de l'économie nationale. Donc on a évidemment une définition très large d'un point de vue légal, mais on a différents secteurs critiques qui sont reconnus en Suisse, dont font partie les autorités fédérales, cantonales, communales, intercommunales, intercantonales, etc., les transports, l'information et la communication, la santé, les finances, etc. Donc on a vraiment plusieurs secteurs avec des organisations qui sont actives dedans. Donc l'importance de disposer de cette définition d'infrastructures critiques et de les considérer vraiment comme une partie prenante spécifique, c'est que ce sont des autorités et organisations particulièrement importantes pour la société, ce qui veut dire que si elles viennent à être attaquées, les dommages peuvent être réellement considérables, non seulement pour leur fonctionnement, mais également pour la société ou pour des aspects politiques, économiques du pays. Donc, sur ce que je disais avant, donc on parlait de différentes compétences qui se rejoignent dans le domaine. En prenant l'exemple du canton de Genève, donc je me suis penchée, j'ai fait un peu cet exercice pour cette présentation principalement, donc je suis volontiers à l'écoute si après il y a des échanges à ce sujet, parce que ça m'intéresse évidemment énormément. De ce que j'ai pu voir, donc on a quand même un règlement principal qui est le ROGSIC, le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, et c'est un petit peu le règlement qui va servir, on va revenir dessus, mais de fondement quelque part pour la sécurité des systèmes d'information dans le canton. On a d'autres lois qui appréhendent certains aspects s'entrecoupant avec la cybersécurité, comme je disais déjà en introduction, avec typiquement la loi Genevois sur l'administration en ligne et son règlement, ou encore la LIPAD dans son pan de protection des données personnelles. On va revenir sur ces différents actes cantonaux, mais c'est important déjà de comprendre qu'ils doivent cohabiter d'une certaine façon avec les actes législatifs fédéraux, dont principalement la loi sur la sécurité de l'information, qui est entrée en vigueur en janvier de cette année, qui est l'acte principal législatif en Suisse pour la cybersécurité. Il y a évidemment, de la même manière que dans le canton, d'autres lois qui recoupent certains aspects, comme la loi sur la protection des données personnelles, donc la loi fédérale, et autrement, c'est beaucoup de réglementations sectorielles, comme je vous le dis, parce que je vais revenir dessus, c'est un exemple assez intéressant pour comprendre en fait, les lacunes légales dans le système législatif suisse, la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité. Alors, d'abord sur le plan du canton. On a donc le ROGSIC, qui est le règlement qui institue, qui va déjà attribuer les compétences
à l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, qui est donc l'autorité principale de ce que je comprends de la sécurité des systèmes d'information. C'est aussi ce règlement qui sert de base à la politique de sécurité de l'information du canton. Donc là, on a réellement un règlement qui va déterminer qui est compétent pour élaborer la documentation pertinente, qui est compétent pour prendre des mesures conjointement aux différents offices qui exploitent des systèmes d'information pour assurer la sécurité de l'information, etc. Donc on a déjà ce règlement-là qui est donc assez principal et qui sert de fondement légal quelque part à la politique de sécurité de l'information, qui elle, c'est une politique, donc on n'est pas dans un règlement, dans une loi. En revanche, c'est cette politique qui est très importante, de ce que je comprends, dans l'administration cantonale en tout cas, en permettant d'établir les responsabilités, les processus, un premier niveau d'exigence qui ensuite est concrétisé dans d'autres directives, dans d'autres plans d'action. Ça, c'est un petit peu pour ce ROGZIC dont j'ai appris la prononciation tout à l'heure. Je vous remercie encore. Ensuite, donc on a d'autres actes législatifs qui sont importants ici, typiquement la LAEL, donc la loi sur l'administration en ligne, qui prévoit des aspects sécuritaires, des aspects relatifs à la sécurité de l'information, une responsabilité de l'État de prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité de l'information sur le site internet officiel de l'État ainsi que dans les prestations en ligne qui sont rendues, mais également une responsabilité des personnes usagères qui vont devoir se conformer aux conditions générales en matière de cybersécurité notamment. Un dernier exemple donc, que je mentionnais tout à l'heure, c'est celui de la LIPAD qui prévoit un principe de sécurité des données qui est déjà un petit peu concrétisé dans le règlement, mais avec un règlement qui va surtout imposer aux institutions publiques soumises à la LIPAD d'édicter les mesures à prendre pour assurer la sécurité des données. Donc on voit en fait dans la réglementation cantonale vraiment des lois, des règlements qui posent des bases et en fait ensuite tout est relativement concrétisé dans des actes qui sont ensuite plus sujets à évolution. Au niveau de la Confédération, c'est un petit peu différent parce qu'on a cette nouvelle LSI qui est entrée en vigueur au début de cette année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, la Confédération, j'en n'en fais pas partie, donc je ne me considère pas dans le on. Donc, la Confédération a admis que, évidemment, on est face à une augmentation croissante exponentielle des cyberattaques et en plus, il y a de claires lacunes dans le système, dans l'ordre juridique suisse face à ces cybermenaces qui sont très importantes. Donc l'objectif premier originaire de la LSI, c'était la sécurité de l'information lorsqu'elle est traitée par des autorités de la Confédération. Parce que, évidemment, la Confédération traite un volume très important d'informations qui peuvent être particulièrement sensibles. Donc ça, c'était l'origine première. Mais ensuite, la loi qui vient d'entrer en vigueur est en processus de révision qui a été acceptée par les deux chambres du Parlement. Et on va maintenant introduire une nouvelle obligation de signaler les cyberattaques qui ciblent les infrastructures critiques. Donc là, maintenant, les objectifs de la loi sont également plus larges parce qu'au lieu de se limiter à la Confédération, il y a maintenant un objectif réel de protéger la Suisse contre les cybermenaces. Maintenant, un tout petit peu plus concrètement, 2 mots sur le contenu quand même de la loi pour comprendre en fait finalement qu'est-ce qu'elle amène cette loi aujourd'hui. Dans sa première version qui vient d'entrer en vigueur, il y a tout un catalogue d'exigences minimales en termes de classification d'informations, de sécurité de l'information, de sécurité des moyens informatiques, ainsi que des dispositions relatives au contrôle de personnes, etc. Donc on a dans cette première version de la loi, avec son ordonnance et avec des directives qui sont émises par l'Office fédéral de la cybersécurité, tout un catalogue de mesures basé sur une approche fondée sur le risque, avec des analyses de risque à faire, de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs et des collaboratrices, avec l'obligation d'établir un plan de gestion d'incidents important et de s'y entraîner à cette fin, mais aussi l'obligation de détecter, de réagir à ces différents incidents. Ça, c'est pour la première partie de la loi qui est donc maintenant en vigueur, qui a un certain délai transitoire, évidemment, selon les différentes dispositions. Et dans sa future version, en introduisant l'obligation de signaler cyberattaque. Bien évidemment, cette obligation est la majeure, la plus importante avancée que cette loi, que cette révision fait, mais elle va également servir à fonder les compétences de l'Office fédéral de la cybersécurité.
Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a des impacts évidemment de cette loi au niveau cantonal, non seulement pour le législateur, comme on va pouvoir ouvrir la question tout à l'heure, mais déjà dans la pratique cantonale. Parce que dans certains cas, la version qui vient d'entrer en vigueur pourra s'appliquer au canton. Dans 2 cas, je ne vais pas entrer dans les détails, on peut volontiers en discuter après, mais mon but, ce n'est pas de vous perdre dans des considérations de classification d'informations, parce que je vais m'y perdre aussi en plus. Donc, la première situation, c'est lorsque un canton, une personne d'un canton veut traiter ou accéder à des informations classifiées de la Confédération. Dans ce cas-là, il y aura des conditions à respecter, c'est-à-dire typiquement offrir les garanties que les informations seront traitées correctement et que les informations soient nécessaires à l'accomplissement d'une tâche légale. Deuxième situation, c'est lorsqu'un canton accède aux moyens informatiques de la Confédération. Dans ce cas-là, il y aura des exigences de la LSI à respecter par le canton également en termes de sécurité des moyens informatiques typiquement. Donc ça veut dire que concrètement, ce que ça va demander, c'est une collaboration importante entre les cantons et la Confédération. Donc on a déjà la collaboration. La loi formalise cette collaboration qui doit avoir lieu dans ces contextes-là. Ça, c'est les conséquences de la première version de la loi. La loi est en voie de révision et la loi révisée devant, il me semble, entrer en vigueur en 2025, aux dernières nouvelles en tout cas. Elle va également avoir des impacts sur les pratiques cantonales, et non seulement cantonales, parce qu'en fait, cette obligation de signaler les cyberattaques qui ciblent les infrastructures critiques, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les autorités cantonales, les autorités communales, intercommunales, intercantonales font partie des infrastructures critiques. Il y a une liste dans la loi et ces autorités-là, notamment dont d'autres qui sont soumises à la compétence législative des cantons d'ailleurs, sont soumises à cette obligation de signaler cyberattaque. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment, d'une part, qu'il va falloir annoncer à l'Office fédéral de la cybersécurité ces cyberattaques dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, là on parle de cyberattaques quand même très importantes, donc il faut qu'il y ait des fuites de données, des manipulations d'informations qui soient concernées, qu'on soit dans des cas de rançongiciel, donc avec de la menace, de la contrainte, etc. Il y a une limitation des cyberattaques, il faut que ce soit une cyberattaque importante tout de même. Et il y a quand même une autre conséquence qui est que le canton, la commune qui doit signaler une cyberattaque à l'Office fédéral de la cybersécurité va pouvoir bénéficier de son soutien dans la gestion de la cyberattaque. Donc voilà un petit peu les influences qu'on peut voir dans la pratique. Mais maintenant, évidemment, la question, c'est de se poser quelle est l'influence pour le législateur cantonal? Et là, j'aimerais bien pouvoir vous répondre avec une toute jolie réponse, toute claire. Malheureusement, c'est très compliqué. Et surtout, du coup, je vais laisser ouverte en fait un peu cette question en se disant finalement, ce qu'on doit se demander au niveau du législateur cantonal, c'est est-ce que la situation qu'on a aujourd'hui est suffisante? C'est-à-dire, est-ce que le règlement qu'on a, les lois qui appréhendent différents aspects, qui se rapprochent de la cybersécurité, est-ce que la politique de sécurité de l'information suffise avec les directives spécifiques qui sont élaborées par les offices compétents, avec les plans d'action? Ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Est-ce que la loi devrait aller plus loin, le règlement également? Comment est-ce qu'il faudrait faire ça? Est-ce qu'on peut utiliser la LSI et tous ces mécanismes comme source d'inspiration? C'est un peu toutes ces questions qui, aujourd'hui, j'imagine, se posent et doivent se poser dans un avenir tout proche également. À titre d'exemple, je vous ai dit avant que je vous parlerai 2 minutes de l'approvisionnement en électricité, parce que c'est un des seuls sous-secteurs critiques en Suisse qui a conduit vraiment tout un examen pour comprendre si la loi en place était suffisante en termes de cybersécurité. Et on a débuté en fait ce processus avec une norme minimale pour l'utilisation pour la sécurité des moyens informatiques dans le domaine, qui était en plus concrétisée par une autre norme minimale plus précise pour l'approvisionnement en électricité. Et l'Office fédéral de l'énergie est quand même arrivé à la conclusion en 2021 que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait que la loi participe de manière plus claire aux incitations pour améliorer la cybersécurité dans le sous-secteur. Donc, la loi sur l'approvisionnement en électricité est en voie de modification, en voie de révision, avec l'ajout d'un nouvel article qui prévoit une obligation générale de gérer, de se protéger des cyberattaques, je crois, je ne me souviens plus de la formation exacte, mais ensuite elle est concrétisée dans l'ordonnance qui reprend toutes les exigences qui étaient dans la norme minimale. Donc on passe d'un système non contraignant à un système contraignant, avec un système pour le coup très complexe, basé sur des normes internationales, dont celle du NIST, je ne sais pas si ça parle à certains ou certaines d'entre vous, mais
on a un système complexe, mais qui maintenant est contraignant, dans un sous-secteur important, où on était arrivé à la conclusion qu'effectivement, il fallait légiférer. Donc ça, c'est un petit peu, par exemple, pour se dire, est-ce que ça va être différent, l'examen qu'on peut faire dans d'autres secteurs critiques, est-ce que c'est différent pour la Confédération, est-ce que c'est différent pour l'administration cantonale, pour les communes? Et c'est des examens qui doivent se faire, c'est des examens longs. C'est de se demander, est-ce qu'on veut une législation aussi cantonale ou finalement, est-ce qu'on aimerait militer aussi pour une législation fédérale qui introduirait des exigences minimales transversales pour éviter que tout le poids soit sur le législateur cantonal et qu'on ait quelque chose de plus harmonisé peut-être. C'est toutes ces questions qui doivent se poser, qui sont, j'admets, très complexes. Donc là, c'est principalement, on a parlé des premières parties prenantes qui sont donc les infrastructures critiques. Je vais parcourir très rapidement, là, comme on va le voir, la loi, la réglementation est peut-être moins importante quand même, où les questionnements sont à l'heure actuelle moins importants pour les PME ou pour la population, mais ça vaut la peine de quand même parcourir rapidement ça. Donc évidemment, il y a d'autres outils qui existent parce qu'on parle de cybersécurité, c'est une notion qui regroupe plein de disciplines. Donc on a non seulement la réglementation, la législation, mais on a également la culture, on a l'organisation, la technique, la sensibilisation, la prévention, etc. C'est vraiment un domaine très complexe et de toute façon, comme tous les domaines à appréhender par l'État, il dispose de différentes disciplines. Donc quand on parle de la cybersécurité des PME, la loi qui va introduire des exigences minimales de cybersécurité, par exemple, ça paraît aujourd'hui totalement surréaliste. On n'en a déjà pas pour les infrastructures les plus importantes, donc la question ne va pas se poser à l'heure actuelle pour les PME. En revanche, on a des initiatives d'accompagnement, de soutien qui se mettent en place, de développement pour des startups. On a la Trust Valley qui regroupe... il me semble que Genève travaille aussi avec le canton de Vaud, etc. On a des formations qui sont en train d'être mises en place pour les PME dans le canton de Genève. Donc, il y a des initiatives qui voient le jour et c'est très important que l'État participe. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, la loi peut servir de fondement pour permettre à l'État de participer à ces initiatives, que ce soit en s'y engageant réellement ou alors en finançant différents aspects. Après, une question un peu similaire, ou plutôt une conclusion similaire aboutit lorsqu'on parle de la cybersécurité de la population, parce que évidemment la population, de la même manière que pour les PME, on ne va pas exiger, du moins aujourd'hui, toute réserve de ce que l'avenir peut nous réserver, mais on ne va pas exiger de toute personne dans la société de mettre en place certaines mesures sous menace d'une sanction en cas de non-réalisation de la mesure. Ça paraît aujourd'hui surréaliste. En revanche, la sensibilisation très importante, des mesures comme ça aussi très importantes. Et là, il y a toute la question autour du droit fondamental à l'intégrité numérique qui peut revêtir une réelle importance en fait en cybersécurité. Donc vous avez une formation sur le sujet à venir, je ne vais pas trop en parler, mais en revanche c'est intéressant de comprendre déjà une première portée de ce droit fondamental, parce qu'évidemment, droit fondamental consacré dans la Constitution, il faut encore qu'il soit concrétisé par la suite dans la loi. Donc on voit qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, typiquement le projet de loi modifiant la loi sur la police, je ne sais pas du tout où ça en est, vous saurez probablement bien mieux que moi, mais qui avait été déposé il y a quelques mois, en 2023, pour attribuer la compétence à la gendarmerie d'assurer une présence préventive et effective en matière de cybersécurité auprès de la population. Donc on voit qu'en fait, ce nouveau droit fondamental peut avoir une réelle portée lorsqu'on parle de cybersécurité de la population. Donc voilà un petit peu, je crois que je suis dans les temps, je ne sais pas trop, on va dire que oui. Donc la réglementation, la législation, ce sont des leviers d'action pour appréhender la cybersécurité, pour l'assurer en Suisse. Surtout lorsqu'on parle d'infrastructures critiques. On voit que c'est un domaine très compliqué, qui est à la croisée d'autres domaines, qui pose énormément de questions, surtout en termes législatifs, pour les législateurs cantonaux typiquement, de réussir à naviguer entre les différentes difficultés et complexités du domaine. Mais on voit que la réglementation, la législation peut vraiment servir. Bien évidemment, dans une moindre mesure lorsqu'on parle de PME, de population, mais la réglementation, la législation font partie des différents domaines qui permettent vraiment de concevoir et d'assurer la cybersécurité de façon holistique, donc à prioriser. Voilà, je vais m'arrêter là. Si jamais, pour aller plus loin, je peux aussi bien évidemment mettre mes slides à disposition. Eduardo, on en avait parlé avant et d'accord aussi. On a donc, dans le cadre du projet duquel a parlé Marcus tout à l'heure, on a
publié à l'attention du Parlement fédéral en décembre 2023 des recommandations législatives pour la cybersécurité des infrastructures critiques. Donc ça peut être également d'intérêt à l'échelle cantonale, évidemment. Elles sont accessibles sur le site internet. Si jamais les avancées de la loi sur la sécurité de l'information vous intéressent, on a également publié un article, c'était pendant le processus législatif, donc il y a quelques modifications tout de même depuis. Et pour information, on a parlé de rançongiciel pas mal, donc si vous êtes intéressé par la question de savoir comment est-ce que la loi... Oui, bien sûr, vous pouvez faire des photos, évidemment. Si vous êtes intéressé d'essayer de comprendre des pistes réglementaires, législatives pour gérer la problématique des paiements de rançon dans le cadre d'attaques par rançongiciel, vous avez aussi un article là. Donc je vous remercie pour votre attention et je me réjouis bien évidemment des questions et des débats.